Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale consacrée au 56e anniversaire de notre indépendance nationale. Cette émission est réalisée par la télévision de Mauritanie et de Mauritania en collaboration avec l'Association nationale pour la commémoration des œuvres héroïques de la résistance nationale. Nous avons comme invité M. Hamma Ouelsouailim, ancien ministre. Oui, je suis donc Hamma Ouelsouailim Hamid. Je suis membre de cette organisation. Je suis également descendant d'un résistant. Je suis intéressé par l'histoire de mon pays et surtout par cette phase que constitue la résistance. Voilà pourquoi je suis là pour répondre à cette invitation et pour apporter ma contribution un peu à l'édification de la mémoire nationale concernant la résistance. Merci beaucoup. Nous avons aussi comme invité monsieur professeur Bilal Ouelhamzata, professeur chercheur. Merci de l'invitation. Je suis effectivement Bilal Ouelhamzata et je suis aussi secrétaire permanent du prix Chengit. Je fais de la recherche, j'ai une communication dans le cadre de la résistance et dans le cadre de la commémoration des œuvres héroïques de nos combattants, de nos résistants. Et je suis là pour répondre à vos questions. Nous avons aussi comme invité M. Mamadou Hadiakan, historien. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup. Moi, je suis de formation historien médiéviste, historien de l'art et anthropologue, actuellement directeur général de l'Office national des musées. Le thème concerne l'histoire contemporaine, mais en tant que médiéviste, je me suis intéressé aussi à ce thème et je suis membre de l'association. C'est pourquoi je vous remercie de nous avoir conviés à cette rencontre. Très bien. Et nous avons aussi comme invité M. Mohamed Oulidaï, chercheur. Effectivement, je m'appelle Mohamed Oulidaï Bakar. Je suis membre de cette association et suis venu apporter ma modeste contribution à l'occasion de cette célébration. Donc, dans cette émission, une émission consacrée au 56e anniversaire de notre indépendance nationale, nous allons évoquer plusieurs aspects liés à la résistance et colonisation en Mauritanie, la résistance armée et la résistance culturelle, l'aspect social de la résistance en Mauritanie, la définition de la résistance en Mauritanie, les causes de cette résistance, pourquoi la résistance, pourquoi cette résistance, la résistance d'une manière générale. Et que aussi encore, chacun de vous nous dira qu'est-ce qu'il ressent de cette résistance, qu'est-ce qu'il ressent de l'histoire de notre pays. Donc maintenant, à travers tous ces éléments, pouvez-vous lancer le débat? Oui, effectivement, d'abord il faut faire un petit retour en arrière. Pourquoi la Mauritanie d'abord a été colonisée? Cette colonisation fait suite au congrès de Berlin de 1884 qui avait décidé du partage de l'Afrique, c'est-à-dire pour donner un cadre, les puissances européennes et américaines voulaient par ce congrès créer un cadre juridique leur permettant de s'approprier les terres africaines. Et la colonisation de la Mauritanie fait partie de ce projet. Et il a été effectivement décidé en 1890. Il a été décidé en 1890. Les causes, c'est la découverte, sur le plan africain, la découverte d'immenses richesses sur le sol africain. Et pour éviter les risques de rivalité entre les puissances européennes, qui se disputaient certains pays, comme par exemple le Congo. La France s'est disputée le Congo avec la Belgique, le Portugal et la France et l'Angola. Il a fallu faire ce congrès-là pour partager l'Afrique, comme étant une terre sans maître. Et ils ont procédé à ce partage. Et dans ce partage, il a été décidé de coloniser la Mauritanie. La Mauritanie présentait un autre aspect,
c'est que c'est un point de jonction entre l'économie française de l'Afrique du Nord et celle de l'Afrique noire. Et il fallait que ce point d'union soit conquis. Il a été décidé en 1890. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment en attendant. Très bien, très bien. Donc, professeur, chercheur Bilal Hamzata, que retenez-vous de cette intervention? Effectivement, merci pour la question. La colonisation est un projet qui s'est tenu en vue sous d'autres cieux que ceux de l'Afrique pour effectivement partager l'Afrique, le gâteau qu'on appelle le gâteau africain. Donc le sommet de Berlin en est le départ, ou plutôt la conclusion, parce qu'en fait, sur le terrain, la colonisation a eu lieu dans beaucoup de pays africains. Le sommet de Berlin a été le départ définitif d'une nouvelle conception, c'est le partage effectif des terres africaines et des terres dans d'autres cieux. Mais en réalité, l'objectif principal de la colonisation, c'était tout simplement de faire marcher les industries européennes, de faire marcher ces industries avec les matières premières africaines. C'est surtout l'aspect économique qui a prévalu dans l'esprit des colonisateurs. Certains affirment qu'effectivement les missions des civilisations en sont l'un des objectifs apparents, mais ces objectifs apparents cachent d'autres objectifs qui sont beaucoup plus économiques et politiques. Très bien. Monsieur Khan, vous êtes historien, vous aussi, que retenez-vous de l'intervention du professeur-chercheur Monsieur Hamzata? Bon, peut-être en remontant un peu plus dans l'histoire, parce que c'est la présence étrangère qui fait qu'on réagit à cette présence. Bon, en évitant par exemple que ça apporte des changements dans nos sociétés ou que ça détruise quelque chose. Donc on peut résumer par exemple cette présence étrangère qui finira par la colonisation en 5 phases. La première phase a été motivée par l'impérialisme économique, comme le disait maintenant le professeur Bilal. Et là, c'est la phase qu'on appelait la phase de troc. Donc les gens venaient, ce qui les intéressait, c'est de faire le troc avec les autochtones. Bon, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la phase de comptoir, par exemple avec la création du comptoir de Saint-Louis en 1659. Ensuite, il y a eu la phase de ce qu'on appelle la colonisation agricole, bon, qui a existé ici dans le Waalo. Le Waalo, c'est aussi de la Mauritanie. Bon, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle des comptoirs fortifiés. Et ensuite, il y a eu la phase de conquête territoriale. Ensuite, il y a eu la dernière colonisation qui faisait des conquêtes, mais aussi qui cherchait à administrer directement la population. Or, là, je voulais quand même le noter et le mettre en exergue. On a tendance à commencer à parler de la résistance à partir du 19e siècle. Or, il faut remonter jusqu'au 15e siècle. 15e siècle avec l'arrivée des Portugais qui sont venus au Bandarguin en 1444 et leur objectif était le troc. Mais déjà pendant cette période, les populations étaient hostiles à leur présence et ils ont résisté. Bon, ils ont fini par se déplacer de la Mauritanie pour aller au Ghana, et là où ils ont créé une ville qui s'appelle Elmina, parce que leur objectif c'était de venir chercher l'or. Elmina en portugais veut dire les mines, donc les mines d'or. Donc je crois que cette période qu'on est en train d'étudier sur la résistance doit remonter jusqu'à cette période. Bon, bien sûr, il y a eu quelque chose de plus ancien. Il y avait l'arrivée des commerçants phéniciens sur nos côtes qui venaient de la Syrie actuelle. Il y avait la période grecque, il y avait la période romaine. Bon, tout ça, il y a eu des liens. Mais vraiment, on peut partir concrètement de la période la période portugaise au XVe siècle. Portugaise au XVe siècle. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Khan. Excellence, Monsieur le ministre, Hamaoul Soilim. Donc, avez-vous quand même une intervention dans ce sens? Oui, je pense que, bon, pour rester dans la colonisation, nous allons surtout, il a été surtout question de la colonisation française, donc qui commence à partir de 1902, etc., 1990, comme ça a commencé par d'autres formes, mais en réalité... 1990.
1890 déjà, ils ont commencé les premières entrées, les premiers essais, etc. pour réellement voir comment se positionner. Donc une façon d'étudier le terrain. Oui. Donc c'est un peu une préparation. Mais la véritable colonisation a commencé effectivement à partir de 1902. Disons que les motifs sont évidents, c'est toujours des intérêts qui leur sont propres. Ils ne les diront jamais de façon claire, mais d'abord disent-ils qu'ils viennent pour amener la civilisation. Mais de quelle civilisation s'agit-il? De quelle religion s'agit-il? Et par rapport à quelle population, par rapport à quelle culture, par rapport à quelle... De toutes les façons, c'était étranger par rapport à la société mauritanienne, qui était une société musulmane. Et donc, il y avait déjà un peu cette réticence et ce rejet par rapport à cette présence des Européens sur le sol mauritanien. Et donc, c'est après qu'on va enregistrer les différentes réactions, d'abord des réactions de déplacement, des réactions d'accord, mais aussi de rupture d'accord, et on finira par évidemment passer aux armes et passer, c'est ce que certainement on verra par la suite. Donc je pense que ça a été minutieusement bien préparé par les Français, parce qu'ils ont quand même bien tâté le terrain, ils ont bien étudié la mentalité des gens et ils ont commencé à faire des accords, tantôt commerciaux, des accords tantôt politiques, tantôt sociaux, etc. Mais on verra avec la progression que les Mauritaniens ont bien découvert leur visée et je crois que la résistance a commencé à se préparer à partir de là. Très bien. Les Mauritaniens. Vous dites les Mauritaniens. Donc, les Mauritaniens ont bien préparé le terrain, ou bien ont fait quand même, ont marqué l'histoire. Monsieur Oulidei, parlez-nous de ces Mauritaniens qui ont marqué cette résistance. L'occupation de la Mauritanie ne s'est pas faite, comme l'a dit Hamma, dans un même temps. Elle a commencé d'abord. Revenons un peu en arrière parce que, comme l'a dit Hamma, le gouvernement français, c'est-à-dire le gouverneur du Sénégal, avait signé des traités avec certains émirs. Au Trarza, au Brakna, c'était au XVIIIe siècle. Avec les Tagans, c'était le XIXe siècle. Ils ont signé des traités parce qu'ils avaient les comptoirs de commerce tout le long du fleuve Sénégal pour la protection de ce commerce et pour le troc dont a parlé M. Khan. Il fallait assurer une certaine sécurité. Il fallait que les produits manufacturés européens soient écoulés sur le marché mauritanien et que les Mauritaniens apportent les matières premières, la gomme, d'autres outils, le bétail aussi, etc. Bon, j'ai dit en 1890, parce que en 1890, au Tagan, ils étaient informés par Khan Abdul Bokar du Bosséa, lequel informé par Ali Bourundiaï, le Bourba du Djolof, que les Français ont décidé d'occuper la Mauritanie. D'accord. Et c'était une coalition tripartite dans un premier temps, entre les troupes de Ali Bourundiaï, oui, qui est venu, il est venu en Mauritanie. Le micro tire un peu le micro. Parce que... Khan Abdul Bokar, oui, du Bosséa, et ensuite l'émir du Brakna, Ahmed Ould Sidi Ali. Okay. Ahmed Ould Sidi Ali. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré un plan d'action pour faire face à l'occupation française. Il y a eu en 1903 ce qu'on appelle chez nous la conférence de Gadel, qui a été en 1903 entre Bakar Ould Souid Ahmed, l'émir du Tagan, et Ahmed Ould Sidi Ali, l'émir du Brakna. Ils ont convenu de conjuguer leurs efforts ensemble pour faire face à la rentrée, parce que les Français devaient rentrer soit en Mauritanie, soit par le Guidimaka, le Gorgol, le Brakna ou le Trarza, oui, parce qu'ils venaient du Sénégal. Oui. Et la première entrée, c'était par le Brakna. Et il y avait ce qu'on appelle la bataille d'Aleg, la bataille de Chegar, pour vous montrer que c'est le premier embryon de la résistance, le premier embryon d'une résistance nationale. Parce que les gens du Tagan et de la, leurs troupes ont combattu
avec l'émir Ahmed Ould Sidi Ali au Brakna. Ensuite, il y a eu de 1904 à 1905, il y a eu les 4 batailles qui ont eu lieu au Brakna, entre aussi les troupes françaises et les troupes du Tagan et du Brakna. Oui. Bon, ensuite, il y a eu l'arrivée de Kopolani en 1905, qui ont décidé définitivement, parce que pour Kopolani, tant que l'Adrar n'a pas été conquis, on ne peut pas conquérir la Mauritanie. Et pour conquérir l'Adrar, il faut conquérir le Tagan. Il faut d'abord occuper le Tagan, ensuite pour pouvoir le faire en Adrar. Sa première mission, c'est d'occuper le Tagan. Bon, il y a eu ce qu'on appelle la résistance. Les gens, ils ont résisté, ils ont fait plusieurs batailles. De 1905, si c'est le moment de les citer, je peux les citer. Oui, bien sûr, oui. Bon, il y a eu en février, février 1905, la mission Kopolani, avec l'armement qu'elle est, elle a l'artillerie lourde, elle avait 120 tirailleurs, 700 goumiers morts, 150 Algériens, avec de l'artillerie lourde de montagne. Et ils sont venus sur le plateau du Tagan par la passe de Dikel, parce que toutes les passes pouvant donner accès sur le plateau du Tagan étaient gardées par la résistance. Et seule une passe a été laissée libre, c'est entre le Tagan et l'Adrar, la passe de Dikel. Et les gens du Tagan ne pensaient pas que par cette passe, ils vont être au courant de cette passe qui plutôt permet aux gens de l'Adrar d'atteindre le plateau. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'après les renseignements qu'ils ont eus, on leur a dit, ils ont envoyé leurs agents de renseignement, ils ont dit toutes les passes sont gardées. Seule la place de Dikil, c'est un détour de 70 km que vous allez faire pour avoir accès sur le plateau du Tagan, mais elle est libre. Et ils ont passé par la passe de Dikil, ils ont investi la Tamour Tenhaj, l'actuel Nbeika par exemple, ils se sont installés. Ils se sont installés et il y a eu le premier accrochage a eu lieu les 27, 28 et 29 février, 27-28 février 1905, Dergen, où ils ont subi un fiasco. Les forces françaises ont été complètement détruites. Oui. À ce niveau, oui. Leurs forces ont été complètement détruites. Oui. Ça, c'est au vu des rapports, par exemple, faits par le commandant Frère-Jean dans son rapport, Robert Rando, en course d'Algérie chez les Africains, c'est les Mauritaniens. Et ensuite, après la bataille de Derguel, où ils ont subi un fiasco, il y a eu celle de Nouadar. De Nouadar, où ils étaient confinés dans une clôture. Et du 1er au 2 mars, de jour comme de nuit, il y a eu ce combat aussi. Ensuite, il y a eu celle d'Ntakish. Entre le 5 et le 10 mars, celle d'Ntakish, de Touazaziz et de Tincheibe. Ensuite, après Tincheibe, les résistants du Tagan, c'est-à-dire la population, est descendue vers le vol, la Saba, pour réformer leurs troupes et pour tendre la main aux autres collectivités voulant faire la résistance. C'est à la vallée, à Bougadoum, que les Français ont envoyé Frère Jean. Et en 1er avril 1905, à 5 h du matin, ils ont attaqué le campement de Bakar. Bakar a été tué le 1er avril 1905 à Bougadoum. Bon, après Bougadoum, la résistance a commencé à se former sous une forme beaucoup plus élargie et nationale. Et le premier accrochage va avoir lieu le 25 octobre 1906 à Nimlan. Très bien, point, à Nimlan. Docteur, professeur Bilal Ould Hamzata, selon vos recherches, toutes les couches sociales ont participé à la résistance. Selon vos enquêtes, selon vos recherches, pouvez-vous nous expliquer la participation des Mauritaniens où on peut citer la résistance sur le plan social? Merci de cette question. Mais avant d'entrer dans les détails de la participation sociale,
je voudrais un peu revenir sur la notion de résistance pour dire que la Mauritanie n'était pas un pays uni avec un pouvoir central. Quand les Français sont venus, c'était une terre partagée entre plusieurs principautés, je dirais plusieurs émirats. Ce qu'on appelle la protection du territoire ne partait pas d'un pouvoir central qui dictait à tout le monde de se rassembler au niveau d'une direction centrale, mais c'était plutôt des résistances faites et opérées par les principautés territoriales, les émirats, et chacun voudrait effectivement rejeter, résister à cet ennemi, résister aux conquérants, mais selon ses moyens et selon ses possibilités. On ne peut pas parler d'armée de résistance ou de front de résistance comme dans d'autres pays frontaliers à la Mauritanie. Il y a eu une armée nationale de résistance. Il y a eu un front national de résistance en Algérie. Au Maroc, une armée nationale de résistance. En Mauritanie, on ne peut pas parler d'armée nationale de résistance, mais on peut parler de résistants, de combattants, de personnes qui se sont taillées des places importantes dans leur société, dans leur communauté, pour devenir des leaders, des dirigeants de groupuscules armés qui cherchent à booster dehors l'ennemi tant soit peu. Ces résistants ont existé dans l'histoire. Ils ont combattu en conviction. Ils ont combattu pour protéger leurs terres, leurs puits, leur pâturage, leur population. Animés de cet esprit et basés sur des principes religieux d'une lutte pour reconquérir ses biens, reconquérir son territoire, qui confère un peu un aspect de jihad, un aspect de moujahid. Nous pouvons parler de moujahidine plus que de résistance armée dans un cadre typiquement front ou armée nationale. Ce sont des résistants et ils mouraient en résistant. Alors pour revenir sur la question de participation effective de toutes les couches sociales, parce que le plus souvent quand on cite une bataille, on cite le chef de guerre, Bakar el-Said Ahmed, on cite le chef de guerre, Cheikh Moulaïnin, on cite d'autres chefs de guerre en disant qu'ils ont gagné la bataille. Mais en réalité, on ne gagne pas une bataille parce qu'on est une personne. On gagne la bataille parce qu'on est dirigeant d'un groupe, d'un certain nombre de personnes qui résistent ensemble, qui travaillent ensemble, qui contribuent chacun de sa manière, chacun à sa manière, pour booster l'ennemi. À Nimlan, c'était l'exemple typique d'une coalition entre toutes les tribus de Mauritanie pour se donner la main dans la main, pour lutter contre l'ennemi qu'ils estiment être conquérant et agresseur. Au niveau des couches sociales, l'analyse que j'ai faite sur certaines batailles, ou même je pourrais même généraliser sur toutes les batailles qui ont eu lieu dans cette période de l'histoire pour résister à l'ennemi conquérant, l'ennemi colonisateur, toutes les batailles ont vu participer toutes les couches sociales. Point. Toutes les couches sociales, nous y reviendrons. On va passer à la résistance culturelle. Monsieur Khan, que dites-vous de cette résistance? Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on fait une différence entre la résistance armée et la résistance culturelle, mais en réalité, c'est une résistance très, très liée. Mais ce qu'il faut réellement souligner au niveau de la résistance culturelle, c'est que toutes ces résistances sont faites au nom de l'islam. Et pas simplement en Mauritanie. Même quand vous prenez l'exemple de Samori Touré au Mali ou en Guinée, toutes ces batailles, on l'appelle en Djoula ou en Bambara, Djihadi Kélé. Djihadi Kélé veut dire les guerres saintes. Bon, et c'est pourquoi je remonte un peu dans l'histoire, parce que là, quand on prend vraiment les exemples de résistance, bon, les Français, comme dit, ils étaient à Saint-Louis. Donc, l'entité ou l'État qui était le plus proche, c'était le Wallo et les Trarza. Donc, c'est là où ils ont expérimenté tous leurs mécanismes, si vous voulez, d'occupation ou de colonisation.
dans ces entités, le Trarza et le Wallo. Bon, et là, on voit très tôt que les gens vont résister au nom de l'islam. Bon, l'autre exemple le plus visible, c'est au niveau du Fouta, plus à l'est. Bon, avec l'époque des Almamiya. Bon, à l'époque, l'Almami, c'était Almami Abdul Qadir Khan. Et la résistance la plus visible qui a marqué les gens, c'est surtout la résistance au nom de l'islam contre l'esclavage, la traite négrière. Parce que les Français quittaient Saint-Louis pour remonter le fleuve, aller jusqu'à Karta, c'est-à-dire chez les Bambara. Et là, ils achetaient des esclaves. Il y avait des esclaves à Bakel et autres. Et ils remontaient avec les bateaux pour amener les esclaves à Saint-Louis et les exporter vers l'Afrique. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Almami Abdul? Almami Abdul écrit au gouverneur... Les exporter vers l'Afrique, vous dites? Vers l'Europe, pardon. Okay, vers l'Europe et l'Amérique, les Antilles surtout. D'accord, les exporter vers l'Europe. Voilà. Et qu'est-ce qu'Almami fait? Il écrit au gouverneur de Saint-Louis pour lui dire que s'ils viennent pour faire le commerce des musulmans, il leur interdit totalement de venir dans le Fouta, sinon ils vont les tuer. Là, c'était très clair. Très bien. Bon, il y a eu des traités, il y a eu une entente maintenant. Quand les bateaux venaient du Soudan, quand ils venaient à Podor, il y a quelqu'un qu'on appelait Al-Kati, qui avait le titre d'Al-Kati, qui montait dans le bateau et demandait aux esclaves celui qui pouvait réciter le Fatiha. Donc tout celui qui récitait le Fatiha sortait. Ah oui. Ouais. Donc vous voyez, cette résistance a été extrêmement dure. Très bien, Bon. point. Excellent. La résistance était extrêmement dure, dit M. Khan. Excellence, Monsieur le ministre. Des combattants, des résistants, des djihadistes, que dites-vous? J'aimerais en tout cas rappeler qu'effectivement la résistance en Mauritanie a pris plusieurs formes, selon évidemment les possibilités, selon les moyens, selon les prédispositions. Il y a la résistance certainement culturelle dont a parlé maintenant M. Khan, culturelle et intellectuelle, parce qu'il y a énormément aussi de poèmes, énormément de fatwa par rapport à ça. Et il y a aussi la résistance économique et politique aussi. Il y a eu toutes ces formes de résistance qui ont été opposées par rapport à la colonisation en Mauritanie. Je veux tout simplement rappeler que si, par rapport à l'aspect social, si nous avons énuméré certaines grandes figures comme les émirs, attention, je reviens encore au Trarza, parce que l'émir du Trarza qui avait fait avec des contrats avait renoncé finalement et puis il a émigré. Idem pour l'émir du Brakna, lui qui a coordonné avec l'émir du Tagan pour faire les opérations ensemble. Et aussi par rapport à cette opération de Nimlan qui a vu après le décès après la mort du feu Bakar, on a commencé à prendre une nouvelle prise de conscience et Nimlan qui est venu juste après a été la conjugaison d'efforts de beaucoup de tribus mauritaniennes, de beaucoup de personnalités mauritaniennes, y compris des gens qui viennent du Hod, parce que le Hod, rappelons-le, a déjà été au Mali, il faisait partie du Mali. Et là, vous avez des gens de Mechrouf, vous avez les gens de l'Aqlal, vous avez beaucoup de gens qui ont participé à cette opération, les gens qui viennent du nord, les gens qui viennent de l'est, les gens qui viennent du Brakna, et tout cela s'est rencontré à Nimlan et ça a été une éclatante victoire par rapport à la colonisation et ça fait remonter le moral après l'opération après la mort de Bakar. Évidemment, on va commettre des erreurs avec cette fougue, avec cette victoire. On est redescendu à Tijgja, mais il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu l'opération de Tijgja qui a été une opération plus ou moins manquée. Alors ça aussi, ça a été rapidement une déception parce qu'il y avait un manque de coordination et un manque Donc, par rapport donc à cet aspect social, disons que dans cette opération de Nimlan, les femmes apporter l'eau, préparer les repas, idem pour toutes les couches sociales au niveau du temps. Chacun avait un rôle à jouer.
Et parmi, il y a des femmes qui étaient tuées, il y a des agriculteurs qui étaient tués, il y avait beaucoup. Donc, on n'avait pas cette différenciation. La seule différenciation, c'était les rôles, tout simplement, chacun en fonction de son rôle. Donc, tout le monde a participé directement ou indirectement à cette colonisation. C'est pourquoi j'aimerais que l'on salue ici la mémoire de tous. Évidemment, il y a toujours des chefs. Alors, je dirais aussi, pour que l'on ne croit pas, effectivement, il y a eu aussi la résistance à l'Adrar, parce que c'est ce qui était visé d'ailleurs par les Occidentaux, comme l'a dit Mohamed. Et donc, il y avait à peu près dans toutes ces régions à l'époque qui étaient en fait aussi des émirats, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je n'ai pas voulu m'étaler sur l'émirat du Tagan, notre émirat, parce que Mohamed est là, et il nous a cité l'exemple du Wallo, tout cela, parce que tout cela, jusqu'au Guidi-Maka, c'était le Tagan, c'était l'émirat du Tagan qui s'étendait depuis Tichit jusqu'au fleuve. Donc il y avait donc et même, je dirais même, là, parce que aussi il est allé jusqu'en Afolé, c'est là-bas, en Afolé, c'est là-bas où il avait trouvé malheureusement la mort. Et je pense que cette résistance armée avait réellement donné des coups durs à la colonisation, parce que quand la colonisation avait réellement revêtu la forme de force avec les armes, que les Mauritaniens ont pris cette conscience réelle et ils ont réellement lutté. Et ils leur ont administré des coups très difficiles, très durs. Évidemment, il y a après la force, et on verra par la suite que cette résistance armée finira par se dissoudre petit à petit avec les manques de moyens, avec aussi certaines fatwas de certains érudits, tout cela, et toute une politique qui a été axée, mais ce qui n'a pas terminé, la résistance, elle a pris donc, j'ai dit, d'autres formes, non seulement culturelles, mais aussi économiques et politiques, parce que aussi les gens ne payaient pas les impôts, les gens boudaient les impôts, boudaient l'école. Ça, c'était d'autres formes de résistance que l'on a observées jusqu'à pratiquement l'indépendance. Très bien. Excellence, Monsieur le Ministre. On s'est arrêté à Nimlan. Je me mets là à la place du téléspectateur. Où se situe Nimlan? Nimlan se situe à peu près à combien de kilomètres de Tizga sur la route, sur le goudron lui-même? 25 à 30. 30 km sur la route de Tizga, sur le goudron. C'est une commune. À combien? 30 km de Tizga. De Tizga. Avant Tizga. C'est 30 km avant, sur le goudron. Elle existe aujourd'hui en Mauritanie? C'est une commune. On vient de célébrer, commémorer cette bataille-là. Oui. Il n'y a pas 10 jours. 10 jours. Bon, moi, très bien. Oui, développez. Je voudrais revenir un peu en arrière. On a oublié un événement capital. C'est la mort de Kopolani. Après Bougadoum, 1er avril 1905, il y a eu le 12 mai 1905, donc disons un mois et 12 jours juste après, le shérif Sidi Moulazine avec un groupe Idéchili ont livré la plus rude bataille au fort de Tizikja dans la nuit du 12 mai et ont décapité la tête de la mission. Ceci est venu en partie à diminuer dans le cœur des résistants là-bas la disparition de Bakar. Par la disparition de Kopolani, ça a donné un sang nouveau à la résistance et a un peu diminué l'effet de la disparition de Bakar, qui était à cette époque l'âme de cette résistance, malgré son âge très avancé. Bon, d'une part. D'autre part, vous avez parlé tout de suite des djihad ou des résistances. En tout cas, oui, je vais y revenir. Combattants. Je vais y revenir et peut-être que ça se trouve dans l'aspect culturel de cette résistance. C'est que, au niveau du Tagan et de l'Adrar, les gens, ils ont consulté les oulémas, cherchant un avis juridique. Est-ce que c'est légal cette résistance ou pas?
D'accord. Et la plupart des ulamas de l'époque, dont les frères Mayabe, dont le Hamani, dont le Habot, dont Cheikh Mel'aini là-bas, dont le Mbale, tous ceux-ci, ils ont convenu qu'il faut faire le jihad. C'est un droit, et un devoir de le faire. C'est pourquoi c'est du côté, ils ont consulté. Ouais. Ça, c'est dans. De deux, comme l'a dit Hamma, vous savez, la résistance n'est pas l'apanage d'une région, ni d'une tribu, encore moins d'une personne. Je crois que dans le cœur de tous les Mauritaniens, les cœurs ont refoulé cette intrusion. Bon, comme l'a dit Hamma, les gens diffèrent. Moi, je ne suis pas du fusil, mais j'ai des moyens matériels. C'est ce qu'il a fait. Il y a des collectivités qui ont fourni les chameaux, les moyens de transport, ils ont tout fourni pour la résistance. C'est la plus grande contribution. Et il y a une collectivité qui a fourni ce qu'on appelle, et c'est le plus important, le renseignement. La bataille de Nimlan, et c'est l'occasion de le dire, pour ce succès, il faut donner la partie à ceux qui l'ont mérité. Les habitants de Tizk-Javil. Les habitants de Tizk-Javil, la Jama'a des Idawali, a informé que le capitaine Tissot avait donné ordre au lieutenant André de Francy avec les lieutenants, avec un contingent d'attaquer dans les premières heures du 25 octobre. La concentration de la résistance se trouvait à Nimla. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En étant informés, ils ont envoyé un émissaire, Cheikh Mohamed Achour, vers la résistance à Nimla, les informer que les troupes françaises s'acheminent vers elle ce soir et qu'ils comptent les surprendre matinalement. Deuxièmement, ils ont fourni un guide aux troupes avec but de les égarer. Afin qu'ils ne surprennent pas la résistance. Et le lendemain, au lieu de venir matinalement, ils sont venus vers le coup de 10 heures ou quelque chose comme ça. Très bien. Excellent. Professeur chercheur, Hamzata, c'est ça? Oui. Là, on parlait de l'aspect social de la résistance. Vous venez de dire, Excellence Monsieur le Ministre, que tous les Mauritaniens ont participé, toutes les couches sociales ont participé à la résistance, ou toutes les couches sociales ont contribué à la réussite de cette résistance. Selon vos recherches, à travers vos recherches, que retenez-vous de cette contribution sur le plan social? Je le disais tout de suite, d'ailleurs, je le disais tantôt quand j'ai dit que toutes les couches sociales ont participé et que chacun a participé selon ses moyens, selon ses capacités et selon sa place sociale également. Dans les carnets de Frère Jean, on retient au Trarza que le guide qui guidait la petite mission où il y avait Frère Jean lui-même était un Hartani et qu'à un certain niveau, il a voulu égarer les ennemis. Comme il n'a pas de fusil, il n'est pas parmi les gens de l'arme. Il a utilisé son intelligence pour les faire égarer en plein soleil dans les dunes du Trarza. Mais à un certain moment donné, le goumier qui les accompagnait avait posé la question alors voulez-vous nous emmener à Sang, qui était l'ancien nom de Mederdra? Le Hardani a réagi en parlant mot, en disant non, ces ennemis, je ne les conduirai jamais au point d'arriver parce qu'ils sont des intrus, ce sont des colonisateurs, ce sont des gens, des kafrs, des gens qui viennent nous mettre la main dessus. En criant ainsi, il s'est mis à rire et tout de suite, on lui a tiré une balle dessus. Mort en riant, cet homme, représentant une couche sociale la plus basse, avait exprimé par ses mots son intention et sa conviction d'être un résistant. À travers cet événement, si on revient à Nimlen, dont la bataille avait été copiée comme si l'histoire revenait sur le principe des cornes de la vache, un principe de guerre qu'on retrouve au XIVe siècle chez les Zoulous d'Afrique du Sud. Le roi Tchaka avait utilisé cette même technique de guerre en plaçant ses hommes
des deux bords de la montagne, en les divisant en 3 groupes. Un groupe au bord droit de la montagne, un groupe au bord gauche et un groupe au milieu pour surveiller l'arrivée des ennemis. Le guide dont a parlé Mohamed, qui a quitté Tijikje pour ramener les troupes françaises vers le point d'attaque prévu à l'aube, les avait également égarés. C'est M. Laqdaf. M. Laqdaf a donc égaré les hommes, les troupes françaises, exprès. Et ils ne sont venus à attaquer Nimlen que vers 11h, 10h, 11h du matin. Et ils ont trouvé que déjà, ils ont quitté les lieux pour former ce qu'on appelle le corne de la vache. En mettant la vallée au milieu et en se plantant du côté droit, du côté gauche et du sommet de la montagne. Quand les troupes françaises sont rentrées, Tissot et ses hommes, dans la vallée, ils ont été attaqués de tous bords par les troupes de la résistance de Nimlen. Un autre aspect que j'ai également soulevé, c'est celui de la participation des autres couches sociales. Comme par exemple? Il s'agit, par exemple, de la couche des forgerons. Ouais. C'est une couche sociale dans la stratification et la hiérarchisation sociale en Mauritanie. Ces hommes ont été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les techniciens en armes. C'est eux qui s'occupaient de nettoyer les armes, de réparer les armes quand elles sont gâtées, de déguiser les sabres et les couteaux. C'était donc une couche sociale qui travaillait dans l'armement directement pour produire les armes et pour essayer un peu de booster un peu la force de leurs confrères résistants en soutenant leur effort, en fabriquant, en réparant et en aidant les autres à s'armer. Deux, une autre couche sociale, non moins importante, est celle des griots, c'est-à-dire des chanteurs, de ceux qui détiennent l'histoire, qui sont des références à un certain moment donné, qui connaissent tout. Ils jouaient un rôle très important, c'est celui de la presse. Vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a une bataille, vous avez des gens armés et d'autres qui sont armés de caméras. Ouais. Simplement de caméras, mais ils ne sont pas armés de fusils. On voit souvent sur leur dos ou sur leur poitrine le mot presse. Ouais. Eh bien, ce rôle avait été joué de façon très, très, très claire par nos anciens griots qui participaient à la guerre en chantant, booster la force des résistants en chantant des chants de l'épopée pour grandir chez eux cet esprit de sacrifice, cet esprit de guerre. Et les armes, les coups de feu leur passaient de gauche à droite, ils résistaient et en même temps ils savaient ce qui se passait sur le terrain. Ils étaient témoins oculaires de ce qui se passe sur le terrain et en détiennent le secret. Au retour, ils diront, Monsieur tel a échappé par miracle, mais tel a résisté parce qu'il a creusé un trou pour se cacher, alors qu'en réalité, ce monsieur voulait même peut-être fuir la guerre en se cachant. Mais les griots ne diront jamais du mal, parce qu'ils vivent pour soutenir l'effort social, la solidarité sociale, et ils encouragent, et ils sont payés pour ça. C'est-à-dire payés, je veux dire, ils obtiennent les retombées de cette résistance, de cette façon de voir positive, et ne pas dénigrer les gens pour dire que le père de tel est mort, tranché, etc. Ils sont donc là pour un peu jouer le rôle de presse de guerre. Une autre couche sociale, par exemple celle des bergers, qui ne sont pas non moins importants, qui ont joué, comme Mohamed l'a dit tout de suite, un rôle de renseignement et de sentinelle. Dans une guerre, il faut des sentinelles, il faut des renseignements, il faut des gens qui retiennent les nouvelles, etc. Une vieille femme avait quitté sa maison en pleine nuit pour venir raconter une petite histoire aux dirigeants de la guerre, de la bataille de Nimlen, en lui disant: les bergers ont découvert des mégots de cigarettes, des pots de sardines, quelque part dans un oued. Et tout de suite, le chef de guerre lui répond: vous pensez qu'en quittant ce oued, on peut arriver à quel autre oued, quel est le oued le plus proche? Alors elle lui dit, dans mon enfance, étant vieille, elle lui dit, dans mon enfance,
je sais que quand on quitte le WED tel, pour arriver au WED tel, il faut au moins une journée. Et donc, dans sa stratégie, il a utilisé l'information que lui a donnée la vieille femme pour attaquer l'ennemi avant qu'il n'arrive au prochain WED, en s'installant avant que l'ennemi ne vienne, et en tirant dessus, et ils ont pu gagner la bataille, parce qu'il s'agissait d'un renseignement très précis, et parce qu'il s'agit également d'une solidarité sociale autour de ce caïd, autour de ces chefs, et parce que le chef n'a pas gagné tout seul, c'est tout le monde qui a gagné. C'est pourquoi les youyou des femmes, les tam-tams qu'on vient taper pendant la bataille ont été d'une grande importance. L'information recueillie était une information filtrée. Ceux qui partaient à la recherche de l'information, ils font ce travail d'une manière tout à fait sérieuse. Ceux qui participent à la guerre en taillant les armes, en réparant les armes, ils s'y donnent effectivement. Et ceux également qui participent à la guerre en chantant, ils le font de tout cœur et de toute âme. Ce qui fait que la résistance qui a eu lieu a été une résistance sociale, beaucoup plus, mais également une résistance religieuse. En plus des autres aspects de la résistance qui ont été cités par mes collègues, résistance économique, résistance politique, résistance, si vous voulez, religieuse, et résistance également dans l'esprit et dans le comportement de ceux qui luttaient pour leur indépendance, de ceux qui luttaient pour leur liberté, de ceux qui ne voulaient pas voir parmi eux d'autres personnes venues avec des intentions tout à fait obscures pour cette Mauritanie. Très bien. Donc, M. Khan, résistance économique, résistance religieuse, résistance armée, résistance culturelle, que dites-vous? Bon, merci. D'abord, je crois que je reviens un peu sur, en fait, mon ami a parlé de l'assassinat de Kopolani. Bon, pour l'exposition qu'on a faite à l'occasion, ça c'est l'artiste Zeylani qui a fait le portrait de Sidoul Moulay Zeyn. Bon, même si c'est pas certains contestent pour dire qu'il n'était pas comme ça. Et les fusils que vous avez, c'est des fusils que le musée a achetés, qui appartenaient aux guerriers des Chili. Donc ils sont là. Et bon, maintenant je reviendrai encore sur cet aspect. Je crois que ce qu'on doit faire de cette histoire de la résistance, c'est surtout arriver à en construire une mémoire collective. C'est-à-dire une mémoire collective dans laquelle tous les Mauritaniens se retrouvent. Bon, on ne doit pas partir peut-être de nos réalités aujourd'hui pour les refléter dans ce passé. Bon, pour essayer de chercher qui a participé, tous les Mauritaniens ont participé. Il n'y a pas d'exception. Nos parents n'ont pas subi la colonisation les bras croisés. Non. Ils ont tous participé. Là où ils ont été bâtis, c'est au niveau, là aussi on a voulu le montrer, c'est au niveau de l'armement. Pour les Européens, vous avez un canon qui est là, un canon qu'on utilise, qui bombarde des villes, qui tue. Et pour nos parents, voilà ce qu'ils avaient, des armes extrêmement rudimentaires. Voilà la différence. Sinon, tout le monde a participé. Bon, vous avez parlé des couches sociales, parlons aussi des femmes. À Seyli Babi, les femmes chauffaient de l'eau qu'ils versaient sur les adversaires ou sur les ennemis. Bon, donc ça moi, je ne vais pas tellement rentrer dans ça. Je reviens encore sur cette résistance culturelle et religieuse. Parce que quand même, les Européens, vraiment, s'ils avaient peur, c'est de ça. La preuve en est, c'est ce livre fait par les renseignements généraux français, ouvert le 16 mars 1908. D'accord, vous montrez ça au caméraman. 1908. Bon, c'est un hommage rendu à la mémoire du capitaine Pérou, qui était capitaine à Seyli Babi. Bon, ce livre a toute une histoire. Bon, c'est un livre à qui on a, en français, un militaire français avait donné au président Mokhtar Ould Daddah. Le président Mokhtar l'a donné à notre grand faqih Ould Boye, et Ould Boye l'a donné à Mahjoub. Et Mahjoub a décidé de le donner au musée parce qu'il trouve que c'est un document qui concerne toute la Mauritanie. Mais dans ce livre, on a ces renseignements généraux. Il fait 175 pages et on a recensé ici à peu près 123 marabouts de Guidi Maha, uniquement de Guidi Maha. Bon, les renseignements généraux français travaillaient sur ces marabouts. Sur ces marabouts parce qu'ils avaient peur de ces gens.
Pourquoi avait peur? Il disait que ce sont ces gens vraiment qui peuvent résister. Et il avait peur aussi à cause d'une autre raison. Il ne voulait pas qu'il y ait un contact entre le monde négro-africain et le monde arabe. Parce que dans le monde arabe, il y avait cette résistance, ça vient cette révolte au nom de l'islam. Donc quand on prend un exemple ici dans certains Bakary Sidi Cissé, né vers 1850 de Djagili, ils mettent des remarques. Ils mettent d'abord le niveau intellectuel du marabout qu'il a enseigné et son wird. S'il est Tijani, s'il est Qadri, et dans les Guidimaha, on avait les Sénoussia, ce qui est particulier aux gens de Cré. Et ils avaient plus de Sénoussia, parce que les Sénoussia, le marabout Mamadou Lamine Dramé était Sénoussi. Bon, qu'est-ce qu'ils mettent pour Bakary Dramé? Qu'est-ce qu'ils mettent ici, la remarque? À surveiller sérieusement éléments dangereux. Voilà les remarques qu'ils mettaient. Bon, et l'autre renseignement, l'autre a été ouvert en juillet 1913. Donc, ils suivaient les marabouts et quelquefois même, ils mettent la bibliothèque de la personne. Et frère Jean a brûlé toutes les bibliothèques qui contenaient les livres dont ils avaient peur. Donc, vous voyez qu'il y avait cette peur. Bon, et ça continue juste dans les années 1950. Parce qu'en 1950, quand Al-Hajj Mahmoud Ba a mené des étudiants négro-africains à l'Azhar, dont l'équipe Bel Ali Diallo et l'autre, l'ambassade de la France a exigé leur retour. Et ceux qui ne voulaient pas revenir, ils ont menacé d'emprisonner leurs parents ici en Mauritanie. Donc, vous voyez, cette peur elle était extraordinaire. Et elle était extraordinaire. C'est pourquoi, parce que, comme dit, toutes les résistances ont été faites assez non. Bon, maintenant, on peut rentrer dans des détails pour donner beaucoup de choses, mais ça, je crois que c'est une chose à connaître qui est extrêmement importante. Bon. Les autres, les plus connus, c'est la résistance Al-Hajj Oumar, aussi qui est faite au nom de l'islam. Abdul Bokar dans le Fouta, quand on a voulu installer des fils télégraphiques qui allaient de Saint-Louis vers Saint-Libabi, la jeunesse, son fils aîné, Mamadou Abdul, était le dirigeant de la jeunesse du Fouta. Et ce qu'il disait, que ces fils, quand ils traversent le Fouta, ils vont traverser notre religion. Donc vous voyez que tout était lié à la religion. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient peur, les gens, c'est dont ils avaient peur qu'on leur fait sortir de l'islam pour les amener dans la religion chrétienne. Okay. Ça, c'est ce qu'ils ne voulaient pas du tout. Ils voulaient vraiment résister à ces noms-là. Donc, je crois que c'est un élément fort important. Bon, la résistance Al-Hajj Oumar, elle est connue, que ce soit dans le Fouta, et la dernière bataille livrée par Al-Hajj Oumar, son fils Amadou était déjà mort. C'était à Maïl. À Maïl, c'est une localité entre la frontière mauritanienne et malienne à côté de Nioro. C'est le 1er janvier 1891. Et là, par exemple, tous ces gens qui sont dans ces renseignements, cités dans ces renseignements, ont pris part dans cette bataille de Maïl. Bon, c'est là où vraiment on a où les troupes musulmanes omariennes ont été complètement battues. Mais la résistance n'a pas fini, elle continue encore dans le Fouta. Bon, par exemple, on va voir qu'en 1907, il y a Ali Aliou Diop de Fanaï, de Matam, qui va faire une résistance qui a surpris les Français. Et là, ce qui est surprenant, il fait une guerre, ce qui est surprenant, il exige au gouverneur de Saint-Louis de se convertir à l'islam. Donc, vous voyez, il y avait le fait de se référer à l'islam donnait une force inimaginable à ces populations. C'est très bien. Et donc, on peut dire qu'en tout cas dans cette région, que la résistance a commencé depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1907. Bon, maintenant, au niveau, en tout cas, de cette région, ça va devenir moindre. Parce que la politique coloniale a voulu ouvrir ce qu'ils appellent la conquête des Trables-Bédan, c'est-à-dire remonter vers le nord pour reconquérir les Trables-Bédan. Mais aussi, ça va continuer encore. On verra, par exemple, des personnages qui étaient proches des Français ont été assassinés. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais il y a eu des assassinats. On a assassiné ces personnels parce qu'on croyait que c'est des gens proches des Français. Donc la résistance, elle a tout le temps continué. Elle a plusieurs formes. Et comme j'ai dit, ce dont on doit faire de cette étude, c'est d'en faire vraiment une mémoire collective. Quand on parle aujourd'hui de la résistance, ça concerne tout le monde, ça ne laisse personne. Tout le monde a résisté. Tout le monde a résisté. Et vraiment, ils ont résisté aussi pour garder leurs valeurs, pour qu'ils ne perdent pas leurs valeurs. Monsieur le ministre l'a dit, quand on envoyait à l'époque un enfant à l'école,
Mais c'est comme s'il y avait un décès dans la famille, les gens étaient tristes. On s'arrangeait, on donnait énormément de l'argent aux interprètes pour qu'on laisse cet enfant, pour qu'il sorte de l'école. Donc les gens ne voulaient pas avoir de contact avec cette civilisation. Et ça c'est une forme de résistance aussi. Bon, maintenant, si certains n'ont pas résisté par les armes, c'est parce que vraiment, les armes que ces colons étaient, c'était des armes qui les dépassaient de loin. Bon, là, quand on parle de la résistance en milliers morts, ils ont eu une chance que les gens d'ici n'ont pas eu. C'est qu'ils pouvaient avoir quelquefois des armes à partir soit du Maroc ou bien quelquefois avec les Anglais à partir d'autres loin. Alors que de l'autre côté, il n'y avait pas cette possibilité d'avoir des armes. Bon, on a cette célèbre histoire de Sambagela Djidjeg, qui est le seul qui a eu à avoir un fusil à plusieurs coups. Ben, dans la tradition, on dit que c'est un djinn qui lui a donné ce fusil. Oui. Donc, vous voyez, l'aspect, je crois qu'il est nécessaire d'étudier la résistance sur tous les plans. Très bien. Ouais. Donc, il ne reste que 5 minutes avant la fin de cette émission. Nous allons essayer de résumer. La résistance, c'était hier, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les constats? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour conserver les résultats ou la réussite des Mauritaniens qui ont résisté ou qui ont participé ou qui ont contribué à cette résistance? À la dernière question, je trouve que d'abord, notre État, l'État mauritanien indépendant et souverain, se doit d'immortaliser nos héros martyrs morts pour la défense de la patrie, par la dénomination en leur nom de port, aéroport, gare routière, hôpital, université, faculté, etc. Ces hommes sont morts pour une juste et noble cause, la défense de leur pays. Et dès lors, ils ne sont pas morts pour rien. Nous leur devons d'être perpétuellement présents dans nos mémoires, tout en demandant à Allah d'accorder la paix à leur âme et les recevoir en son saint paradis. Le minimum que l'on puisse décerner pour honorer la mémoire des héros est que le sang qu'ils ont versé reste à jamais un souvenir indélébile, incrusté en lettres d'or dans nos esprits jusqu'à l'éternité. Nous leur devons, à la limite inférieure, de toujours nous souvenir d'eux et de ne pas laisser tomber dans l'oubli le suprême sacrifice que l'être humain puisse exécuter, octroyer sa vie pour défendre sa religion, sa dignité, sa terre et ses biens. Deuxièmement, c'est l'occasion de le dire, nous sommes en droit et en avons le devoir de demander à la France de présenter ses excuses au peuple mauritanien et réparer les innombrables dégâts que ses troupes lui ont occasionnés lors de son entrée forcée et pendant sa présence sur notre territoire. La France, si telle est et s'en glorifie, la grande patrie des droits de l'homme, doit demander officiellement des excuses officielles au peuple mauritanien et réparer tous les dégâts humains et matériels que ces troupes d'occupation lui ont occasionnés lors de leur pénétration en spoliant de leurs biens de manière identique à des rapines, ceux qui se sont opposés à sa conquête lors de son entrée, ensuite indemniser les populations mauritaniennes des préjudices matériels que leur ont causé ces interminables réquisitions restées impayées jusqu'à son départ du pays en 28 novembre 1960. Ainsi donc, elle pourra être ce qu'elle déclare et que puisse ce début du XXIe siècle lui servir de témoin dans cette revendication. Merci beaucoup. Et maintenant, nous donnons la parole à son Excellence, M. Hamma Ould-Soilim. Moi, je pense que pour une conscience nationale et collective, nous devons considérer que ces résistants ont fait beaucoup pour la Mauritanie. Et je pense que c'est grâce à eux que nous avons pu recouvrer, malgré beaucoup de péripéties, notre indépendance. Et d'ailleurs, nous sommes encore sur la voie de cette indépendance. Je pense que ce n'est plus la peine de tirer un peu la couverture chacun de son côté. Je pense que, comme nous l'avons dit, tout le monde a participé selon ses moyens, selon sa position.
que ce soit au niveau des érudits, que ce soit au niveau des guerriers, que ce soit au niveau de toutes les couches sociales. Et tous les rôles se complétaient. Et je pense que chacun avait joué le rôle qu'il pouvait jouer sans arrière-pensée. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de faire revivre cette conscience, parce que c'est ça qui va nous donner un peu cette nouvelle unité nationale. Et je pense aussi que nous devons féliciter les pouvoirs publics aujourd'hui, parce que quand même il y a quelques années on ne pouvait pas parler de ce problème. Et aujourd'hui nous avons des organisations reconnues qui parlent de ces problèmes. Nous avons notre télévision nationale qui en parle. Nous avons donc la tribune aujourd'hui est là. Et je pense que ce n'est pas pour faire du mal à d'autres parce qu'ils avaient une autre perception de la colonisation, ou bien ils voulaient éviter peut-être beaucoup d'autres dégâts, mais nous considérons leur position, mais je pense qu'à eux aussi, ils doivent considérer celle de ceux qui ont sacrifié le tout pour le tout, y compris leur âme, et je pense qu'il n'y a rien de plus cher que son âme. En tout cas, souhaitons qu'ils ne soient pas morts pour rien, qu'ils soient morts pour une patrie, qu'ils aient laissé des fils, et que ces fils aujourd'hui puissent réellement voir que la Mauritanie, c'est un pays qui est cher à tous les Mauritaniens et qu'ils doivent tous contribuer à son édification et qu'ils doivent tous s'unir pour le construire. Le nouveau combat aujourd'hui, la nouvelle colonisation aujourd'hui, c'est le sous-développement et nous devons travailler pour faire de la Mauritanie un pays développé, uni et prospère. Très bien. Donc, M. Khan. Merci beaucoup. Donc moi, je ne serai pas long. Tout ce que j'ai à dire, comme je l'avais évoqué, faisons de cette résistance, de cette expérience de notre histoire, construisons-en une mémoire collective. Et ensuite, il faut qu'on parte de ça pour développer ce qu'on appelle la conscience historique. Et là, je m'adresse aux générations actuelles et aux générations futures. Il faut les leçons qu'il faut tirer de ça, c'est de se dire que bon, je ne dis pas que la colonisation continue, mais la domination continue. On est à l'ère de la mondialisation. Et cette mondialisation, bon, je n'ai pas eu l'occasion de vous lire un traité signé entre les Français et les Guidimacha, mais c'est toujours la mondialisation. On dit aux gens d'ouvrir leur village pour le marché. C'est ça la mondialisation. Bon, je crois que les jeunes doivent, ou nous tous, on doit aujourd'hui décoloniser les esprits. Les esprits sont encore colonisés. Donc, quand on décolonise les esprits, on pourra affronter la mondialisation. Sinon, on restera toujours dans la domination. Et ce qu'il faut, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est une très bonne chose. On remercie les autorités actuelles qui donnent de l'importance à la résistance. Mais moi, je trouve qu'il faut faire face à il faut prendre cette occasion au sérieux. Il faut faire des recherches très approfondies, scientifiques sur la résistance, en étudiant tous les aspects de la résistance, comme dit, pour en tirer la décolonisation des esprits. Merci beaucoup. Et Monsieur Hamzata. Merci. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les leçons à tirer de cette histoire, de l'histoire particulière de la Mauritanie, c'est d'abord sur un fond de devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire que l'État est en train aujourd'hui d'exécuter. Un devoir qui est un devoir national, que de se rappeler la cause pour laquelle ces hommes et ces femmes sont morts, pourquoi ils ont combattu et quel était leur objectif. Il y a une autre leçon à tirer, c'est que dans un pays si diversifié, si unis par la religion, si unis par le rite malékite, si unis par la terre, si unis par les aïeux, je veux dire les générations qui se sont interpénétrées, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut retenir de cette résistance, c'est que puisque nous avons tous résisté ensemble contre le colonisateur, ceci doit nous permettre aujourd'hui d'être plus unis, puisque nous avons combattu pour la même cause. Nos ancêtres ont combattu pour la même terre, ils ont combattu pour la même religion, ils ont combattu pour les mêmes objectifs, ce qui doit
être aujourd'hui, c'est d'utiliser cette union, cette communion, je dirais, pour renforcer l'unité nationale, renforcer la solidarité sociale. Et que dire si l'on savait que nos ancêtres étaient unis, la main dans la main, pour combattre l'ennemi. Effectivement, l'ennemi d'aujourd'hui n'est plus le colonisateur, ce n'est plus la France qui est l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le sous-développement, comme l'a dit le ministre, mais aussi c'est la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est l'extrémisme de tous bords, c'est la marginalisation. Voilà nos ennemis aujourd'hui. Et puisque nous avons été unis pour combattre l'ennemi principal qui est le colonisateur, nous devons être unis aujourd'hui pour combattre les ennemis multiples qui se pointent aujourd'hui à l'horizon, qui sont en train de miner la société, qui sont en train de retransformer une société si unie en une société si divergente et si étrangère dans ces différentes manifestations. Nous devons donc resserrer nos rangs autour de nos anciens pour créer une nouvelle société, une nouvelle Mauritanie unie, et c'est un devoir de mémoire que l'État est en train d'exécuter. Et nous remercions les autorités pour avoir pris l'initiative, effectivement, de faire revivre dans nos mémoires ces combats, ces héros qui ont lutté pour la Mauritanie. Nous devons aujourd'hui être des héros pour lutter pour la Mauritanie, dans la solidarité, dans l'unité et dans la prospérité. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée au 56e anniversaire de notre indépendance nationale. Nous avions comme invité, Excellence, M. Hamma Ould Soilim, ancien ministre, professeur-chercheur Bilal Ould Hamzata, M. Mamadou Hadia Khan, historien, et M. Mohamed Ould Dey, chercheur. Mesdames et messieurs, cette émission a été réalisée par la télévision de Mauritanie, Ad-Mauritania, en collaboration avec l'Association nationale pour la commémoration des œuvres héroïques de la résistance nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous. Au revoir.